Bonsoir, c'est une journée historique. L'Ukraine est en guerre. La Russie a déclenché une opération militaire de grande ampleur. Nous vous proposons donc une édition spéciale du journal télévisé pour vous aider à mieux comprendre la situation sur place et répondre aussi à vos questions. Mehdi Kelfat est d'ailleurs à mes côtés pour nous accompagner pendant cette émission spéciale. Car ce conflit, il aura des conséquences dans notre quotidien, c'est certain, et nous aurons l'occasion de le voir. Mais venons-en tout d'abord aux faits. Les Ukrainiens vivent au rythme des tirs et des bombardements depuis la nuit dernière, depuis cet instant où les Russes ont décidé de passer à l'action. Récit donc de cette première journée de guerre avec Karim Assaidi et Eric Destiné. Des explosions en pleine nuit à l'est de l'Ukraine. Certains habitants filment à travers les fenêtres ce qui ressemble à des scènes de guerre. À cet instant, c'est clair, l'armée russe bombarde le pays. Ici à l'est, le matin, les dégâts sont rapidement visibles. Dans ce quartier de la périphérie de Kharkiv, les bâtiments touchés fument encore. Les appartements ont été complètement soufflés. Les habitants n'en reviennent pas. Tout est détruit. Est-ce un objectif militaire ici ? Non, moi je dis que Poutine a maintenant du sang sur les mains. Les premiers blessés sont pris en charge. Ce n'est que le début de l'offensive. La maison est complètement détruite. Il n'y a plus de fenêtres, pas de porte. Une porte s'est même envolée. Même le plancher a été complètement arraché. J'ai eu beaucoup de chance. Je dois avoir un ange gardien car je suis toujours en vie. Dans le même temps, à 400 km au sud, à Mariupol, ville au bord de la mer d'Azov, c'est la panique. Nous devons partir maintenant, mais que se passe-t-il ? Les habitants ont entendu des explosions. Ils savent que l'Ukraine a introduit la loi martiale. Des files se forment devant les banques. Il faut fuir. Certains ont une voiture, d'autres n'ont rien. Je suis seule et je ne sais pas où aller. Je ne sais pas. Où dois-je aller ? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Mon Dieu. Non loin, c'est une caserne militaire qui est touchée. Les soldats ukrainiens ne peuvent que constater les dégâts. L'offensive est globale. Ici, des hélicoptères russes volent à proximité d'un aéroport autour de Kiev, la capitale. Ils sont visés par des tirs. Au sol, ce journaliste américain assiste à l'assaut. Nous sommes à l'aéroport Antonov, à 25 km du centre-ville. Ces troupes que vous pouvez voir ici, ce sont des forces aéroportées russes. Ils ont pris cet aéroport. Des bombardements ont aussi... Un match dans le match entre attaquants à distance. Petit problème dans la diffusion de ce sujet. En tout cas, les images sont très impressionnantes. Ce sont les images qui nous arrivent bien sûr au fur et à mesure car la situation là-bas est très confuse. Nous allons d'ailleurs nous rendre tout de suite en direct en Ukraine. Catherine Tonero est notre envoyée spéciale à Kiev, la capitale où, Catherine, le couvre-feu a été décrété. Et oui, un couvre-feu qui commencera ce soir à 22h jusqu'à 7h le matin. Objectif évidemment, sécuriser les habitants de la capitale Kiev. Alors concrètement, tous les transports en commun seront arrêtés, sauf les stations de métro qui vont elles rester ouvertes 24 heures sur 24 pour servir d'abri en cas de frappe. Ces stations sont ici des bunkers creusés à plusieurs dizaines de mètres de profondeur dans cet objectif précisément. Alors beaucoup d'habitants y sont déjà depuis ce matin d'ailleurs. On en a croisé dans une station toute proche du boulevard où je me situe ici. Certains y attendaient leur famille, bien décidés à y rester de façon indéterminée car il y a bien ce soir une menace de bombardement sur toute la ville de Kiev en état d'urgence avec plusieurs explosions. On les a évoquées, entendues depuis l'aube à Kiev, dans sa périphérie du moins. Oui, vous nous l'expliquez, Catherine. Vous avez côtoyé des Ukrainiens, des habitants de Kiev depuis votre arrivée hier dans la capitale. Dans quel état d'esprit sont-ils ? Est-ce qu'on ressent maintenant une véritable panique ?
Je dirais de la peur, hein, évidemment, mais aussi de la colère, en fait. Hein. J'étais en contact un peu plus tôt avec une Ukrainienne qui m'expliquait avoir rejoint sa famille et préparé sacs d'urgence et réserves d'eau pour fuir dès que possible. Elle me disait, hein, elle avait des propos très très forts vis-à-vis du président russe Vladimir Poutine qu'elle voudrait tout simplement voir tuer aujourd'hui. Un réserviste aussi me disait à quel point il était prêt à se rendre sur les lignes de front. Il a dû en recevoir l'ordre depuis. Les Ukrainiens, c'est clair, veulent défendre leur pays. Ceux en mesure de le faire ont d'ailleurs été appelés par leur président à le faire en leur promettant toutes les armes qui seraient nécessaires. Merci beaucoup Catherine Tonero, nous vous retrouverons un peu plus tard. Alors comment l'Ukraine a-t-elle basculé dans l'horreur ? Eh bien, c'est la déclaration de Vladimir Poutine qui a mis le feu aux poudres. En pleine nuit, le président russe s'est exprimé à la télévision pour annoncer une opération militaire spéciale. Nous l'écoutons avec Romain Duren et Pascal Bustamante. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à la torture et au génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Pour ce faire, nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Le premier acte de Vladimir Poutine ce matin a été de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu russe. Un moment de recueillement quelques heures à peine après le lancement des hostilités. Pour Vladimir Poutine, la responsable de la situation est l'OTAN et derrière elle, les États-Unis. La poursuite de l'élargissement de l'OTAN et le début de la militarisation de l'Ukraine sont inacceptables pour nous. Il ne s'agit pas de l'OTAN elle-même, c'est juste un outil de la politique extérieure des États-Unis. Le problème est qu'une anti-Russie hostile est en train de se créer sur nos territoires environnants, je tiens à le souligner, sur nos territoires historiques. Opposé au pouvoir ukrainien actuel, Vladimir Poutine s'est aussi adressé aux militaires ukrainiens sous les ordres de Kiev. Chers camarades, vos pères, grands-pères, arrière-grands-pères se sont battus contre les nazis, défendant notre patrie commune. Pas pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir à Kiev. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien, pas à la junte anti-peuple qui vole l'Ukraine et intimide même le peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Je vous exhorte à déposer immédiatement vos armes et à rentrer chez vous. Vladimir Poutine s'est jeté à l'eau, il s'en est remis au sort des armes. La cérémonie militaire d'hommage aux héros de la Grande Russie de la Deuxième Guerre mondiale ce matin sur la place Rouge n'en est que plus symbolique. Et le président ukrainien a lui aussi pris la parole. Volodymyr Zelensky s'est adressé à la population, l'appelant à combattre contre l'avancée des troupes russes. Nous l'écoutons. Les forces armées ukrainiennes ont participé à de violents combats, repoussant des attaques dans le Donbass et dans d'autres régions, Est, Nord et Sud. L'ennemi a subi de sérieuses pertes et l'ennemi en subira encore beaucoup. Ils sont venus sur nos terres. Nous distribuons déjà des armes et nous les distribuerons pour défendre notre pays à tous ceux qui veulent et ont la capacité de défendre notre souveraineté. L'avenir de l'Ukraine dépend de chaque citoyen. Depuis ce matin, nous avons des soldats blessés dans ces hôpitaux où le sang est nécessaire. S'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à nous et de devenir des donneurs de sang pour nos défenseurs. Un premier moment d'analyse à présent avec vous, Mehdi Kelfat. Alors Vladimir Poutine n'a pas choisi de s'exprimer à n'importe quel moment puisque la nuit dernière, en même temps, se tenait une réunion aux Nations Unies, aux États-Unis. Oui, c'était assez surréaliste en termes d'agenda ce matin. On voit Vladimir Poutine qui est dans son bureau tranquille et qui annonce doucement ce qu'il allait se passer, c'est-à-dire cette invasion de l'Ukraine. Et au même moment, à 7500 km de là, le Conseil de sécurité des Nations Unies, le cœur du réacteur onusien, là où on prend des décisions, se pencher justement sur cette crise ukrainienne. Ça veut dire quoi ? C'est un pied de nez à la diplomatie. Ça veut dire que ce qui se passe loin là-bas à New York, ces discussions, ces palabres, ça ne m'intéresse pas. J'irai jusqu'au bout et c'est ce que Vladimir Poutine a fait. Et ça nous a valu une scène assez surréaliste puisque brandissant son téléphone, l'ambassadeur ukrainien à l'ONU a appelé son homologue russe, l'a interpellé, il lui a dit « Regardez ce que fait votre président, regardez, il envahit l'Ukraine et il y a
pas eu de réponse de la part de cet ambassadeur russe, peut-être dépassé par l'ampleur des événements et la décision personnelle prise par le président russe. Alors il y a aussi les mots choisis par Vladimir Poutine, Mehdi Kelfat. Il utilise des mots extrêmement forts dans son discours. Il parle notamment de dénazification. Oui, les mots sont choisis par lui et il les emploie depuis pas mal de temps. Il parle de dénazification. Il parle aussi de génocide. Ce sont des termes qui paraissent hallucinants, des accusations qui semblent hallucinantes pour ceux qui connaissent l'histoire. Faire un rapprochement, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est littéralement hallucinant. Le pouvoir serait détenu à Kiev par des nazis, ce qui est proprement faux. Le pouvoir à Kiev est détenu par des gens qui sont plutôt ouverts à s'ouvrir vers l'Union européenne, vers l'Ouest plutôt que vers l'Est. Et lui, il interprète ça comme cela. L'extrême droite néo-nazie, elle existe en Ukraine, mais elle est à la marge. C'est 1, 2, 3% d'activistes éventuellement, et elle n'est pas au plus haut niveau que ce qui se passe aussi en Russie. Les néo-nazis en Russie, ça existe, et cette mouvance-là existe fort. Alors on se demande s'il y a une logique dans tout ce que dit Vladimir Poutine, si c'est uniquement des mensonges pour se convaincre lui-même de sa raison. Évoquons aussi les victimes, Mehdi, parce qu'il y a des bombardements, des tirs ininterrompus. Vous avez déjà des chiffres sur la réalité du terrain? Alors déjà, la Russie affirme, elle a annoncé il y a quelques instants qu'elle avait rempli avec succès tous les objectifs qui avaient été fixés pour cette journée d'intervention, cette première journée d'intervention en Ukraine. 83 positions terrestres ont été touchées par l'aviation russe et aussi par des militaires présents sur terre. Sur les victimes, c'est un peu plus délicat d'avoir un bilan plus complet puisque selon les Ukrainiens, 50 Russes auraient été tués de leur fait et il y aurait à dénombrer 40 militaires ukrainiens qui seraient morts et une dizaine de civils, mais effectivement pour le moment c'est assez flou. On imagine que ce bilan va monter au fil des heures. Oui, on vous retrouvera dans un instant. Merci beaucoup Mehdi pour toutes ces informations. Alors quelques heures après cette annonce historique de Vladimir Poutine, nous allons rejoindre notre correspondant en Russie, Jean-Didier Revoin. Alors on a le sentiment que Vladimir Poutine est prêt à en découdre et on a quand même une question ce soir. Et les Russes dans tout ça, sont-ils prêts à suivre leur président aveuglément, ai-je envie de dire ? C'est encore trop tôt pour le dire, hein, mais si vous voulez, l'attaque de cette nuit a pris de court une grande majorité de Russes. Hein. S'ils s'attendaient, depuis la reconnaissance des républiques indépendantistes du Donbass, à ce que la Russie procède à l'opération militaire, ils pensaient qu'elle serait plutôt ciblée sur le Donbass et ses alentours. En attaquant l'Ukraine de façon plus générale, Vladimir Poutine a surpris même sa propre population. Alors elle a passé le moment de sidération. Eh bien, certains messages sont apparus sur les réseaux sociaux. Des gens ont commencé à manifester au point que les autorités ont voulu s'éviter une mauvaise publicité d'images de manifestants qui seraient réprimés par les forces de l'ordre. Ils ont à cet égard fermé la place Pouchkine, hein, qui est au centre de Moscou, qui est le lieu symbolique où les manifestants anti-système ou partisans d'Alexei Navalny se réunissent traditionnellement pour manifester. Les effectifs policiers ont été aussi augmentés dans certains quartiers à risque de la capitale. Et puis on l'a appris il y a quelques minutes, dans l'ensemble du pays, dans plusieurs villes et notamment à Saint-Pétersbourg, des Russes ont été arrêtés parce qu'ils manifestaient contre cette guerre. Et sur l'ensemble du pays, on fait état d'environ 800 arrestations à l'heure actuelle. Mais n'oublions pas que le pays compte tout de même 145 millions d'habitants. Merci beaucoup pour ces informations. En direct de Moscou, c'était Jean-Didier Revoin. La parole à présent aux Ukrainiens de Belgique, sous le choc forcément. Près de 200 personnes se sont d'ailleurs rassemblées à Uccle en tout début d'après-midi devant l'ambassade de Russie. Les manifestants réclamaient la fin des attaques contre le pays. Ils avaient aussi le besoin de se rassembler. Nous les écoutons au micro de Clara Wertz. Ma mère m'a appelée aujourd'hui et elle m'a dit que l'aéroport qui est à 1,5 km de chez elle a été bombardé dans la nuit. On demande à Poutine d'arrêter la guerre. On demande à l'armée russe de partir de notre territoire, de retourner chez eux et d'arrêter la guerre en Ukraine. Parce qu'aujourd'hui c'est nous, à demain c'est les pays baltes, la Pologne. Vous pouvez que Poutine va s'arrêter? Non, vous avez appliqué la sanction, la Russie va s'appauvrir, mais elle est armée. Aujourd'hui, l'Ukraine, elle fait la barrière entre la Russie et l'Europe. Demain, si cette barrière
elle est prise, vous n'aurez pas cette barrière. Vous devez être aussi à côté de nous. Et une deuxième manifestation a lieu en ce moment même, cette fois devant la mission diplomatique russe à Bruxelles. Toujours, Laurent Van de Berg, vous êtes sur place aux côtés des Ukrainiens de Belgique. Oui, des Ukrainiens qui ont fait entendre leur voix, qui ont chanté également l'hymne ukrainien. Alors à côté des Ukrainiens véritablement sous le choc ici, eh bien, il y a d'autres personnes, des Européens, des Italiens notamment, qui étaient présents pour soutenir les Ukrainiens, mais également des Belges. Je me trouve à côté des parents d'Alexandre. Bonsoir. Votre fils est allé en Ukraine rechercher sa femme. Il est aujourd'hui sur place. Oui, ils sont là-bas sur place. Donc il est parti il y a à peu près un mois. Et nous devions le rejoindre ce mercredi. Et mardi, il nous a fait comprendre qu'en fait, la situation commençait à se développer dans le mauvais sens. Et donc nous avons annulé alors le voyage. Et aujourd'hui en plus, la cérémonie de mariage qui devait se tenir vendredi, mais elle est annulée également parce que l'administration a fermé jusqu'à nouvel ordre. Depuis votre fils, où se trouve-t-il aujourd'hui en sécurité ? Pour l'instant, il est donc dans la bourgade, une bourgade à l'extérieur de Kiev. Il est avec sa future belle famille. Et ils ont choisi cette option-là plutôt que de rester au centre de Kiev, notamment parce qu'il y avait une disponibilité d'abri et donc question de sécurité. C'est une journée pour vous horrible, un cauchemar ? Cauchemar, je ne sais pas, notre fils n'est pas une tête brûlée, donc non, il est prudent, mais oui, c'est très très stressant. Inquiétant, oui. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas de quoi Poutine est capable. Et donc, il y a la difficulté de rentrer aussi. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer ? Est-ce que l'Union européenne va mobiliser, je ne sais pas, un convoi humanitaire ? Je ne sais pas. Vous parliez de mobilisation tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a la mobilisation des Ukrainiens. Ici, il y a d'autres nationalités. Vous aussi, vous tenez à être présent à cette mobilisation. Alors, c'est une mobilisation d'abord par rapport aux Ukrainiens. Je veux dire, on veut être présent pour leur dire notre soutien. Et je pense qu'il est extrêmement important qu'on prenne conscience de ce qui est en train de passer. Parce qu'on est là sur un moment de bascule absolument terrifiant. C'est pire qu'un tsunami, à mon avis. Et pas seulement sur le plan militaire, sur le plan, disons, de nos civilisations, sur le plan de l'humanité elle-même. C'est clair que le régime qui avait été mis en place avec les accords de Minsk et d'autres accords après la Seconde Guerre mondiale a permis de stabiliser la situation. Maintenant, aujourd'hui, tout ça est remis à plat. On se demande ce que d'autres dictateurs aussi vont pouvoir mener comme guerre dans la foulée. Parce que si ceci se produit, on sait très bien que le schéma peut être le même pour d'autres. Pour vous, c'est important que les Belges se trouvent aussi ici à cette manifestation ? Non seulement les Belges, mais je pense que les sociétés civiles partout doivent absolument se manifester, montrer ce qu'elles veulent et décider de ce qu'elles veulent comme monde. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et donc, présents également dans cette manifestation de soutien, eh bien, des représentants et députés politiques qui sont venus aux côtés des manifestants ukrainiens. Merci beaucoup Laurent et précisons que tous les vols de et vers l'Ukraine sont bien sûr interrompus pour l'instant. On ressent donc beaucoup d'inquiétude chez les Belges, chez les Ukrainiens présents chez nous. Imaginez ceux qui vivent là-bas en ce moment au pays. Imaginez la journée qu'ils ont vécue et ce n'est peut-être qu'un début. Nicolas Lejuste et Margot Guillot. Quelques voisins se sont attroupés derrière un cordon de sécurité et observent la scène avec stupeur. Un obus a éclaté il y a quelques heures et soldats et policiers s'activent pour tout évacuer. Anna habite cette banlieue animée de la capitale. Jusqu'au dernier moment, elle se pensait en sécurité à Kiev. Je suis venue depuis ma maison pour voir ce qui s'est passé ici. Cette situation est terrifiante pour nous tous. On a tous perdu la foi. Les files s'allongent devant les supermarchés et les bureaux de change de la capitale. Les visages sont inquiets. La guerre a probablement commencé maintenant.
Tout le monde fuit, tout est fermé. Et vous allez partir? Non, je vais aller nulle part. Je serai ici jusqu'à la fin. Certains habitants de la capitale ont eux décidé de fuir les lieux. Sur les routes, les embouteillages s'allongent et les pompes à essence sont prises d'assaut. Les mêmes scènes se répètent dans tout le pays. Tous mettent cap à l'ouest pour s'éloigner au plus de la Russie. Moi, je suis originaire de Lviv et je suis patriote. Je vais emmener mes enfants à l'abri et je vais revenir dans la capitale. Nous allons nous battre. L'Ukraine va gagner quoi qu'il en coûte. On espérait que cela n'arrive pas. C'est impensable qu'un homme sain d'esprit prenne une telle décision. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture, la deuxième option, ce sont les transports en commun, pour fuir ou simplement se mettre à l'abri en souterrain. Nous avons l'espoir que ça nous sauve, parce que le métro est sous la terre. Ça nous sauve. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est notre chat. Certains Ukrainiens ont déjà passé la frontière polonaise pour échapper à la violence et au bombardement. La Finlande s'attend également à accueillir des réfugiés ukrainiens en nombre dans les jours et les semaines qui viennent.